Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur la télévision en grande vision héritage. Bien sûr, je suis d'ailleurs très heureux de vous retrouver après un temps d'interruption et comme vous l'avez déjà remarqué, on était en plein travaux de rénovation de notre plateau et donc nous sommes de retour depuis lundi, mercredi et aujourd'hui vendredi pour clôturer cette semaine de lancement. Nous allons revenir sur l'actualité de l'ère autour de la Constitution de la République démocratique du Congo, dont son débat sur son changement ou sa révision fait donc rage, l'IDP sous la bannière de l'Union sacrée qui pousse pour que celle-ci soit changée ou révisée, alors que l'opposition est vent debout. Cette dernière a déjà amorcé une série d'offensives, dont une ville morte déclarée à Kinshasa et sit-in du côté du Parlement de la RDC. Quel camp sortira vainqueur? Pour se poser justement cette question, c'est savoir quel camp choisira les peuples, l'opposition et l'union sacrée, et quelle place pour la démocratie, respect des libertés des uns et des autres. Autant de débats qui vont donc orienter ces numéros de Ici Direct avec M. Stanislas Wankenge, qui est donc communicateur provincial de Ensemble pour la République. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Monsieur JC, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Mes salutations à mon co-débatteur ici présent. Monsieur Jean-Claude Kapeta-Kayati, qui est secrétaire exécutif du DMLC en charge de la communication. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur JC, bonjour je suis secrétaire fédéral. Chargé de communication. Ah, ok, d'accord, merci. Et DMLC. DMLC, la pâtissière à son excellence, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, le chairman, le patriote du pays. Merci. Allez, Ici Direct, c'est parti. Salut chairman. Son changement ou sa révision fait donc rage. L'IDP sous bannière de l'Union sacrée pousse pour que celle-ci soit changée et l'opposition qui est déjà vent debout en amorçant une série d'offensives contre cette démarche. Quel camp sortira vainqueur? À se poser, c'est quel camp choisira les peuples congolais et quelle place pour la démocratie, le respect des libertés des uns et des autres. On l'a vu lors du dernier sit-in initié par l'opposition qui avait beaucoup de bévues, d'ailleurs regretté par certaines autorités de l'opposition. Pour en parler, j'ai déjà présenté mes co-débatteurs, mais cette question, je commence d'abord par l'adresser du camp de l'opposition qui semble être plus active ces derniers temps, M. Stanislas Wankenge. Vous avez amorcé une journée ville morte, et là il y avait un sit-in. Vous pensez que ces deux opérations ont secoué les débats sur la constitution de la RDC? Encore une fois, merci beaucoup, M. JC, de la parole accordée. Vous savez, les deux dernières activités que nous avons organisées en tant que C64, ça fait bouger, ça fait vraiment bouger et ça montre la détermination de la nation et de la population congolaise. Ici, tout d'abord, je salue la mémoire de nos compatriotes, de nos combattants qui ont été assassinés lors du sit-in à Kinshasa. Ce n'est que le début. Vous savez, dans notre pays, il y a ceux qui se considèrent plus que congolais que les autres. La coalition C64 est là pour la population congolaise. Donc, tout ce que nous avons y à organiser et tout ce que nous allons organiser, parce qu'il y aura beaucoup d'activités si le régime actuel ne veut pas cesser cette aventure de balkaniser notre République d'une autre manière. Est-ce qu'il y a... non, il faut qu'on mette les points sur les i. C'est déjà un point sur les i. On parle du changement, vous parlez de balkanisation. Comment est-ce possible? Quel est le rapport? Comment ça peut être possible? Nous avons déjà perdu des provinces, monsieur le journaliste. Nous avons déjà perdu des provinces, mais le gouvernement plutôt de M. Tshisekedi cherche à changer la constitution. Vous êtes sans ignorer que l'armée est en train de
remporter C'est certaines là où batailles. on ne peut pas quand même placer la charrue devant le bœuf. C'est Oui. de là où on devait commencer. Il fallait d'abord commencer par récupérer les territoires et passer à d'autres aventures, qui est de commencer par changer la constitution et récupérer les territoires après. C'est inadmissible. Ok. Posez-vous maintenant la question, comment est-ce que l'Union sacrée va imposer cette constitution si les territoires sont toujours occupés? C'est ça la question et c'est ça la peur de la population congolaise. Et c'est pourquoi nous, en tant que C64, nous allons barrer la route à cette aventure, messieurs les journalistes. Et je vous dis que même aucune virgule, aucun article de la Constitution ne sera changé ni modifié aussi longtemps que nous avons des territoires qui sont occupés, aussi longtemps que nous avons la population qui meurt chaque jour de faim, il y a de l'insécurité, des détournements, des vols partout, et c'est vraiment inadmissible dans un pays qu'on appelle République démocratique du Congo, privilégier le changement de la Constitution alors que la population est plus que pauvre, messieurs les journalistes. Merci. Monsieur Jean-Claude Capeta, vous avez suivi les deux activités de l'opposition qui a décidé de monter sur les rings, puisque avant on sentait que c'est plus les dignitaires de l'Union sacrée qui faisaient des conférences de presse, qui épinglaient les mots constitution pour les uns et les autres. Là on a senti que l'opposition a carrément décidé de passer à l'acte. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez de près, qui vous a un tout petit peu secoué au sein de l'Union sacrée? Encore une fois, merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Nous sommes là pour éclairer la population et l'opinion qui nous suit. Je pense que nous avons suivi tous tout ce qui s'est passé avec nos amis en face, donc l'opposition. Nous félicitons vraiment la population congolaise pour n'avoir pas eu le temps de prêter attention à toutes leurs manœuvres dilatoires, parce que la journée ville morte a été un échec total, un échec puissant. Ils se sont livrés à prendre des images à 5 h du matin et les balancer sur les réseaux sociaux et crier à la victoire. Ça, c'était honteux. C'était vraiment honteux, alors que la population n'a rien observé cette journée ville morte. Elle a vaqué librement à ses occupations. Alors, le sit-in qui devrait avoir lieu, je crois moi, c'était les 5. Hein? Ouais. C'était les 5 derniers. Et donc, c'est vraiment aberrant, monsieur Jean-Claude, de constater qu'il y a nos amis qui ne veulent pas respecter nos lois, respecter les autorités. Parce que ce sont eux qui crient sur le respect des textes, mais eux ne veulent pas respecter les textes. Avant eux, il y a eu une marche qui avait été organisée par l'église du Christ au Congo, je pense, l'ECC avec le pasteur Ejiba Yampagna. Et ils avaient comme point de chute l'enceinte de la cour du palais du peuple. L'autorité locale a délocalisé leur point de chute pour les amener vers le terrain à Sosa pour leur dire non, cette esplanade-là est inviolable, il est interdit. Et ça, c'est le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui le dit. Permettez-moi que je vous lise cette partie. Bon, voilà, vous là, vous condamnez ce qui a été fait. Oui, que je vous lis cette partie. Article 7 du règlement d'ordre intérieur de notre Assemblée nationale. Le dernier alinéa, ça dit ceci. Les rassemblements en plein air et les démonstrations individuelles sont interdits dans l'enceinte du siège de l'Assemblée nationale, à l'exception des rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service public. Vous pouvez descendre votre micro. Ça, vous montez le téléphone. Ah, merci beaucoup. Que les gens vous... Voilà. Les défilés et revues militaires, les cérémonies, les fêtes et divertissements organisés par les autorités publiques, ainsi que les cérémonies funèbres autorisées par le président de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que vers la fin, qu'est-ce qu'on dit? Les dispositions du présent article sont portées à la connaissance du public et affichées à l'entrée de l'enceinte du siège de l'Assemblée nationale. Et donc, aucun individu ne peut se permettre d'organiser des manifestations là-bas. Et donc, l'opposition, sachant, parce que moi, je m'étonne, parce qu'au sein de l'opposition, il y a des anciens députés nationaux qui connaissent bien le règlement d'ordre intérieur, mais ils ont foulé au pied ce règlement. Ils se sont entêtés, alors que l'autorité locale avait délocalisé leur sit-in vers le terrain à Sosa. Pourquoi ils ont refusé d'aller dans le terrain à Sosa? C'est parce qu'ils savaient qu'on allait les zoomer. Ils étaient peu nombreux, vous avez vu la mobilisation, c'était un échec. Même l'esplanade, c'est vaste.
Oui, l'esplanade, c'est vaste. Il fallait qu'on voie Ouais. qu'il y avait une forte manifestation, il y avait une forte mobilisation plutôt. Mais ils avaient peur. C'était le cas, c'était une forte mobilisation. Il n'y avait pas une forte mobilisation, ils étaient 500 personnes, si je peux imaginer, Ok. 500 ou bien 600 personnes. Maintenant, ils avaient peur qu'ils aillent là-bas pour les zoomer et que l'on brandisse à la face du monde de regarder l'opposition qui crie. Alors, il fallait créer un rapport de force et se faire un buzz. Mais ça, vous avez réussi quand même. Mais nous félicitons vraiment le professionnalisme de nos forces, de nos forces publiques, de nos forces de l'ordre, qui n'ont pas accepté que l'ordre public soit troublé par les gens qui ne comprennent pas respecter. Il fallait s'apprendre à certains députés, ou à certains anciens députés, comme vous l'avez dit, les hauts cadres de l'opposition. Il fallait assassiner nos combattants. On a vu Martin Fayolou, on a vu Délice Sambas. Est-ce que c'est cette image-là c'est ça leur que démocratie. vous félicitez Et se félicite même. Monsieur Jean-Claude, moi je m'étonne parce que nous avons vu du sang Oui. sur leurs chemises, mais ils ont été blessés aux pieds. Alors on n'a pas compris. Bon, c'est dans la foule, la prise en charge, quelqu'un peut te toucher quelqu'un blessé la aux chemise. pieds. Et moi j'ai aimé vraiment le professionnalisme de nos policiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé vraiment ce qu'ils ont dit de l'arme létale. Merci. Parce que ce sont eux qui ont commencé à jeter des pierres. Et la police, il fallait vraiment interdire. Ils sont entrés en jeu. Monsieur Jean-Claude, vous n'avez pas peur de banaliser en fait, l'opposition aujourd'hui. Vous avez l'air de déconsidérer ce qui se passe aujourd'hui, la portée de ce qui a été dénoncé même par la Belgique. Est-ce que vous ne pouvez pas vous dire, attention, ce qui a été fait là, ce n'est pas démocratique, puisqu'on va arriver à la question de savoir quelle place pour la démocratie maintenant. Vous savez que nous tous, nous sommes appelés à respecter cette démocratie. Ouais. Il faut savoir là où se limite votre pouvoir pour fait. comprendre là où le pouvoir de l'autre commence. Tout à fait. Alors, et on leur a dit de ne pas aller faire le sit-in là-bas. Mais pourquoi ils se sont imposés pour aller faire le sit-in là-bas alors que c'est interdit? Merci. Alors, monsieur Stanislas, voilà, est-ce que vous êtes cette opposition des taquineries? Vous voulez taquiner au lieu de poser des actes? On vous a donné le terrain à Sossam, vous avez choisi l'esplanade. Finalement, vous ne respectez pas la Constitution aussi ou les règlements qui sont établis par d'autres institutions du pays. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur JC. Bon, le problème avec le membre de l'Union sacrée de la force du progrès, pour eux, ils confondent vraiment les contextes. Vous devez d'abord souligner, savoir dans quel contexte que la coalition C64 a organisé ces sit-ins. Oui. Et pour quel objectif? C'est ça les questions. Nous avons eu à organiser ces sit-ins pour dénoncer cette aventure qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Orienter cette activité dans un terrain à Sosa, posez-vous d'abord la question, les députés nationaux, ceux qui ont voté cette loi référendaire plutôt, je m'excuse, siègent-ils dans un terrain à Sosa ou au palais du peuple? C'est ça la question, il faut être logique. Il a évoqué une disposition du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, dernier alinéa de l'article 7. Monsieur le journaliste, en quelle qualité M. Mbumba pouvait délocaliser cette manifestation si lui n'est ni membre du bureau de l'Assemblée nationale, ni encore moins député national siégeant actuellement dans cette institution? Il est gouverneur. Il est gouverneur. Est-ce qu'il ne va pas considérer... La procédure, c'est quoi? Dès lors qu'il constate que nous avons ciblé le palais du peuple, comme lui n'est pas le président, comme le dit cette disposition, il allait laisser au président de cette institution de s'en charger. Vous voyez, je vous dis que la coalition C64 est là pour respecter les normes de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi quand nous avons constaté tant de violations flagrantes de cette constitution, c'est ainsi que la population s'est tenue debout. Quand il a évoqué la question des 500 personnes et admiré, jeter des éloges par rapport à ceux qui aillent comme assassiner la force du progrès, c'est vraiment regrettable, chers journalistes. Vous avez vu, même toutes les chaînes internationales ont eu à parler, à brandir des images, comment on a lapidé nos membres de la C64, comment il y a des machettes, comment on a vandalisé les sièges de l'SID, comment on a blessé nos leaders dans cette activité. Et lui vient sur ce plateau pour flatter la population que, oh non, je suis fier du professionnalisme de la force du progrès. C'est vraiment regrettable. Il a parlé des forces de police. C'est la force du progrès. Il n'a pas cité la force Vous avez suivi, même la police, ils jetaient des pierres. Des images existent.
même la police qui était censée orienter et sécuriser cette manifestation jetait des pierres et le président Martin Fayoulou a été fouetté à la tête. Il y a des images, mais quand il est en train de nier ici, je suis vraiment désolé. Alors, monsieur Jean-Claude, est-ce que c'est aussi ça? Vous craignez que cette opposition prenne de l'ampleur, puisque, au fait, la force aujourd'hui de l'union sacrée, c'est que vous pensez avoir tout le pouvoir, le peuple est derrière vous, et ce qui semble être le cas sur le terrain. Est-ce que vous craignez une certaine remontada de la part de l'opposition qui pouvait draguer également des foules pour vous empêcher d'aller au bout de votre projet sur la Constitution? Monsieur Jean-Claude, parmi eux tous tels qu'ils sont, Ouais. dans l'opposition, il n'y a personne qui peut faire... Martin Fayoulou, il est deuxième en 2018. Moïse Katumbi, il est deuxième en 2023. Ben, c'est quand même des... Permettez-moi... Ouais, je vous laisse compléter. Parce par rapport au qu'il poids y a eu politique. des manifestations Ouais. de l'opposition, vous avez vu, ils étaient toujours comme ils sont là, Ouais. ils n'ont pas si mobilisé la masse. Il y a des images dans les réseaux sociaux qui existent encore. Et donc, quand ils parlent des forces du progrès, moi, je félicite vraiment nos amis du parti politique IDP. C'est un grand parti et une grande organisation politique. Et donc, c'est pour dire que ces gens-là, ils sont bien organisés. Ce sont eux qui valorisent maintenant les forces du progrès parce que les forces du progrès n'ont pas fait preuve de participation dans cette manifestation-là. Parce qu'il n'y a pas un insigne qui indique que la force du progrès était là. Qui peut me donner? Parce que parmi les gens qui détenaient des machettes, il y a des militants de l'SID. Ça, nous les avons vus avec des machettes à main. Là, vous Nous avez vu les avons les insignes. identifiés que ce sont les militants de l'SID. Mais on n'a pas vu les militants du Force du Progrès avec leurs t-shirts. Bon, ils n'ont pas de preuves. Et donc, ils veulent seulement dramatiser les faits et coller. Ça, c'est une imputation dommageable. Et donc, moi, je salue seulement l'organisation de la grande famille politique ou bien le grand mouvement politique qui est l'IDPS. Ils sont bien organisés parce qu'ils ont une sécurité interne qui s'appelle Force du Progrès. Cette sécurité n'existe que pour le parti IDPS. Ce n'est pas une sécurité qui doit, n'est-ce pas, assurer l'ordre public dans la société. Quand il y a des dénonciations comme ça, il faut enquêter. De la même façon que l'UDPS a la Force du Progrès, le mouvement de libération du Congo a les combattants de la liberté, ou bien les fourmis du MLC. Et donc, nous aussi, ces gens-là existent. Le jour où les gens viendront nous provoquer, ils verront qu'il y a des fourmis rouges qui viendront aussi se manifester. Et donc, les fourmis ne peuvent pas aller participer dans une manifestation de l'opposition. Ça ne peut pas exister. Mais quand le siège de l'SID se fait saccager, ça ne dit rien. Non, le siège de l'SID, vous avez vu que la violence a commencé là. Comment, comment les militants détenaient des armes blanches? Comment expliquer ça? Donc, ce sont eux qui ont commencé avec la violence. Okay. Et donc, comprenez que même quand il parle de morts, il y a eu combien de morts? Est-ce que l'opposition a donné le bilan? Combien de morts? Tu n'as pas lu le rapport. Récemment, on a publié un rapport. Il n'y a pas eu le bilan. Combien de morts? Ils disent que... Je t'informe, nous avons eu à publier les rapports. Il y a eu des morts, plus de 700 blessés. Moi, j'ai suivi leurs camarades de Sesanga qui dit il demande au gouvernement de restituer les corps qui ont été enlevés. Le gouvernement a retiré combien de corps sur la voie publique pendant cette manifestation? Mais parce que vous ne pouvez pas banaliser, il faut d'abord tenir compte du rapport des organisateurs et peut-être diligenter les enquêtes. S'il vous plaît, monsieur Claude, nous vous disons qu'il n'y a pas eu de morts, il y a eu des blessés certainement. Et ces blessés sont pris en charge. Il y a eu un monsieur qui était allongé au siège de l'SID. On l'a déclaré mort. Mais ce monsieur-là, il est à l'hôpital sous les soins intensifs. Okay. Et c'est lui derrière qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux pour dire qu'il était décédé. Ce monsieur-là n'est pas mort. Il est en vie. Merci. Et donc, il subit les soins intensifs dans l'un des centres médicaux. Ouais. Et donc, il a parlé du changement, maître. Bon, la procédure est déjà amorcée. Et donc, la loi sur le référendum, c'est déjà un pas vers l'objectif de la modification ou bien du changement de la Constitution. Parce que la Constitution, elle dit que, à l'article 218, alinéa 4, la Constitution dit que pour que la modification de la Constitution soit prouvée, ça doit passer par le référendum. Ouais. Et c'est le président de la République qui doit convoquer ce référendum. Et aujourd'hui, on lui a donné, en fait. Raison pour laquelle la loi... il revient au chef de l'État de convoquer un référendum pour la modification de notre Constitution. Ça, c'est légal et constitutionnel. Alors, mais, M. Jean-Claude, excusez-moi, ça ne va pas se passer sous l'état de siège. Ça, là, on l'a toujours dit, nous l'avons toujours répété. Ça ne va pas se passer sous l'état de siège, ça ne va pas se passer avec
la région du Nord et du Sud qui vous occupez. Ah, il faut voir, il faut regarder la caméra et dire. Oui, cela sera comme cautionner la balkanisation que eux prônent. Parce que eux, moi je l'ai dit, eux, ensemble pour la République, vous avez suivi le conseiller de son chef, Patrick Mondeke, a fait sa sortie médiatique. Il a même menacé qu'il y a déjà des drapeaux de la République du Kivu qui sont en train d'être imprimés. Ça veut dire qu'ils sont complices dans cette besogne. Ce sont eux. Je pense que c'est vous. Parce que l'union sacrée qui déclenche, en fait. Ils ne comprennent rien dans tout ça. Alors, essayez un peu de finir votre idée. Finissez l'idée. Laissez-moi un peu terminer. Vous dites qu'il n'y aura pas. J'ai dit ceci. Il n'y aura pas des élections dans ce pays. Les référendums, pas la caméra. Laisse-moi le dire. Ouais. Je l'ai dit sans truie, il n'y aura pas des élections générales dans ce pays. Il n'y aura pas de référendum constitutionnel sans Goma et Bukavu ou bien sous l'état des sièges. Okay. Nous allons réaliser tout ça, c'est après que le chef de l'État ait mis fin à la guerre à l'est du pays. Mais il y a une échéance constitutionnelle de 2028. S'il vous plaît, monsieur Jean-Claude. 2028 aussi, vous allez effacer? Non, mais 2028 avec des régions occupées. Ah, merci. Qui est ce président qui sera élu, qui sera légitime à Goma et à Bukavu si ces régions-là restent occupées par les rebelles? Voilà, monsieur Sanchez, vous riez, mais la thèse, elle est là. Il dit qui est celui qui sera légitime si jamais il était élu sans Goma et Bukavu. Vous ne pensez pas que voilà, l'élu est préparé? Je vous avais dit que, comme ils avaient refusé d'écouter dorénavant la population, suite au retournement de la coalition 64, voilà, ils commencent à changer de langage. Maintenant, donc, alors, si, écoutez, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la vous allez réagir. C'est moi qui ai la parole. Le président de la République ici à Lubumbashi avait dit, qui est celui-là qui va m'empêcher, moi, de changer la Constitution? C'est-à-dire même l'état des sièges, même si on a pris toutes les deux provinces, la Constitution sera toujours changée. Mais quand il commence à changer de langage, ça prouve à suffisance que la C64 a bougé et a fait quelque chose. Vous voyez, il a évoqué une question ici pour dire que même si on organisait des élections en 2028, quel est ce président-là qui sera légitime dans le parti occupé? Il vient de dire d'une manière indirecte que même le président de la République n'est pas légitime dans les territoires occupés. Vous voyez comment il commence à changer de langage. Je vous avais dit que la C64 va mettre fin à cette aventure à main nue. Nous allons plaquer ce régime au sol à main nue. Il commence à changer de langage et félicitations pour ça. Mais quand il dit qu'il n'y aura pas référendum, il n'y aura pas élection générale aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'épée à l'Est, c'est quand même audible. Mais c'est ça. Ce n'est pas lui d'abord qui a évoqué cette question. Le président de la République l'avait dit. Pas de paix, pas d'élection. Ouais. C'est-à-dire, même le référendum ne sera pas organisé. Et ça ne Et c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous avez dit quelque chose que nos militaires sont en train de récupérer les localités. Tout à fait. C'est de là où le gouvernement devrait commencer. Maintenant, posez-lui la question. Alors, si tel est le cas, pourquoi se précipiter pour voter et adopter cette loi référendaire alors que nous avons des régions, des provinces, des villes et des territoires qui sont occupés par les rebelles? Voilà. C'est ça la question. C'est la haute trahison. Il y a un droit pénal, on appelle ça tentative punissable. Donc, le régime actuel voulait balkaniser d'une manière ou d'une autre notre pays, vu la pression de la coalition C64, c'est comme ça qu'il commence à changer de langage. Vous n'avez pas voulu exercer cette pression dans les deux plénières. À l'Assemblée nationale, la loi est passée comme une carte de la poste. Non, la loi est passée parce que la loi est passée et cette loi, je disais, la loi est passée pourquoi? Parce que nous, en tant qu'opposition à l'Assemblée nationale, nous sommes minoritaires. Mais il faut quand même participer au débat, proposer. On ne peut pas participer au débat, un débat qui ne sert à rien à notre République. Okay. Est-ce que c'est imminent que cette loi soit votée et adoptée en cette période? Pourquoi les députés là de l'Union sacrée, si en réalité ils ont un souci pour cette République, ils ne pouvaient pas initier par exemple la loi portant paiement vite des fonctionnaires de l'État, la loi portant la loi portant la sécurité urbaine, tout ça. Pourquoi ne pas proposer de telles lois? Pourquoi seulement une loi référendaire pendant sous un état de siège alors que ça ne sera pas appliqué tout de suite là, comme ce que le communicateur de l'ancien rebelle a dit ici?
Non, non, s'il vous plaît, restons courtois. Non, je suis Les courtois. Je suis communicateurs courtois. du Il a dit que nous sommes pour la balkanisation. Vous Ouais. n'avez pas réagi. Mais Ouais. moi, je n'ai pas menti sur Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien rebelle. Et ce n'est pas un secret. Vous voyez. Donc, il aurait fallu commencer par là. Il fallait finir d'abord cette menace, récupérer les territoires et faire d'autres aventures. Merci. Au lieu de proposer voter des lois qui ne seront pas appliquées tout de suite et qui n'ont aucun intérêt général pour la nation congolaise. Merci. Vous voyez. Non, aucun intérêt général. Voilà, je voulais que vous rebondissiez. C'est quoi l'intérêt? Voilà, là, voilà. C'est quoi Commencez l'intérêt? par là. Est-ce que cette loi qui vient de passer n'a pas d'intérêt sur la population? Et pourquoi maintenant? Puisque vous dites, vous le dites bien d'ailleurs, il n'y aura rien qui sera fait aussi longtemps que l'Est sera là. Mais pourquoi commencer par préparer quelque chose qui ressemble à ça? Monsieur Jean-Claude, les députés nationaux, nous savons tous qu'ils ont 3 missions principales. Oui. C'est voter des lois, contrôler le gouvernement et l'exécutif, mais aussi la mission de représentation nationale. Ils représentent la population. Oui. Et donc, le vote des lois, ça rentre dans le cadre des missions principales de l'Assemblée nationale. La loi sur le référendum, c'est une disposition qui vient pour régler un domaine bien précis qui est le domaine des référendums. Ça veut dire qu'il y a des conditions. Comment est-ce que le référendum peut être organisé, peut être convoqué? Et qui peut convoquer un référendum? Vous comprenez que c'est une loi qui vient organiser comment est-ce que le domaine peut fonctionner. Et ça, ce n'est pas un péché. Il n'y a pas une loi dans la Constitution ou bien une disposition quelconque qui interdit de voter des lois à l'Assemblée nationale sous l'état de siège ou bien pendant la guerre ou pendant que certaines zones sont occupées par des rebelles. Ça, je ne sais pas moi. Mais il peut y avoir les priorités. S'il vous plaît, monsieur Jean-Claude, il peut, parce qu'ici nous restons dans la légalité. Tout à fait, la légalité, Oui, mais les bons sens aussi. Les bons sens. Ça aussi, c'est une priorité parce que la Constitution dit ceci, que la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Ça, c'est l'article 218 alinéa, avant-dernier alinéa. Vous comprenez que c'est la Constitution qui donne au chef de l'État ce pouvoir de convoquer, n'est-ce pas, le référendum pour la révision constitutionnelle. Tout à fait. Et donc, pour y arriver, pour ce faire, le président doit être muni de certains éléments tels qu'une loi qui va lui donner le pouvoir de le faire. Et donc, cette loi n'est pas déjà un référendum, mais plutôt, c'est déjà un acquis qui va nous accompagner vers ce référendum-là. Alors, parlez de l'intérêt maintenant. Je parle de l'intérêt de la loi maintenant. De la loi référendaire, c'est quoi l'intérêt? Parce que vous savez bien les lois, quand elles sont établies, les lois sont établies au nom et pour le compte de la population, au nom du peuple congolais. Le référendum, c'est la participation politique du peuple à la gestion du pays. Tout à fait. Et donc, le peuple est appelé, n'est-ce pas, à participer au vote d'une décision ou bien des organes de gestion de leur entité, de leur pays, de leur État. Donc, vous ne pouvez pas prouver le peuple d'une loi, d'un outil juridique qui peut lui permettre, n'est-ce pas, de concourir à cette... à ces échéances-là, en fait, si je dirais, à ce référendum-là. Et donc, vous comprenez que c'est un outil important, un outil juridique qui ouvre déjà la voie vers, parce qu'il y a un souci. La révision constitutionnelle, elle est inévitable. Nous allons la réviser parce que cette constitution, elle acquise beaucoup de faiblesses. Et donc, nous devons l'adapter aux réalités socio-économiques, sociopolitiques, socioculturelles de notre pays, parce que les réalités évoluent. Rapidement, oui. Quand cette constitution a été votée, moi j'étais encore petit. J'étais encore petit, je n'avais même pas le droit de vote, vous voyez. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai grandi. Vous voyez qu'il y a déjà une génération, vous voyez. Donc, moi aussi, j'ai quelque chose à proposer aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, à chaque génération, on dira, bah, on propose nous aussi. Non, quand j'ai à proposer. La force du progrès. S'il vous plaît, c'est moi qui la parole. Voilà, vous êtes en train de déranger parce qu'il y a une population responsable qui nous suit. Nous devons éclayer la lanterne. Parlez de l'intérêt, monsieur. Parlez de l'intérêt. Vous comprenez que c'est très utile. Quand il dit que pourquoi voter? Bon, j'avais déjà répondu cette question. Il dit Jean-Pierre Bemba, c'est un rebelle. Mais vous voulez rappeler à qui? À tout le monde. La population congolaise sait que le président, l'excellence Jean-Pierre Bemba a fait la rébellion. Et cette rébellion qu'il a faite
n'était pas anodine. Ce n'est pas cette rébellion que vous êtes en train de faire aujourd'hui. As-tu des preuves? Jean-Pierre Bemba a fait cette rébellion pour s'opposer comme ce qui va se passer aujourd'hui, parce que l'AFDEL, c'était un conglomérat de Rwandais qui était sous couverte de certains non-congolais. Vous avez vu quand ils sont arrivés au pays, ce sont les Rwandais qui manipulaient, qui géraient les tout. Mais il y a le président de la République qui a eu des mots élogieux envers Laurent Désiré Kabila. Oui, mais le chef de l'État l'a dit. Ils ont tué notre frère pour imposer qui? C'est lui qui était à la tête de l'AFDEL. Vous comprenez que l'AFDEL qui nous a plongé dans ce que nous sommes aujourd'hui, l'infiltration au sommet de l'État, et ce que le pays est en train de traverser. Jean-Pierre Bemba, étant jeune à cette époque, il n'avait que 36 ans, presque l'âge que je suis en train de courir aujourd'hui. Et donc, il avait le droit de se lever comme étant jeune Congolais. Monsieur. Il devrait fustiger ce qui s'était passé. Même moi, je n'étais pas content. Ouais, merci. À cette époque, si j'avais l'âge, je devrais aussi le faire. Merci. Comment expliquer merci. envahir notre pays par des Rwandais? Aujourd'hui, ils veulent encore répéter. Écoutez, nous sommes dans la théorie des contingences. Cette théorie est basée sur le principe selon lequel tout dépend de tout. Une méthode peut avoir réussi à une époque et échoué à une autre époque. Aujourd'hui, là, ça ne va plus réussir. Okay, et ça ne réussira plus jamais. Merci. Le Congo, Bemba s'est battu pour maintenant, les Congolais. parlons de l'actualité ou du sujet maintenant. C'est quel camp choisira les peuples? Vous avez fait des tests grandeur nature. Vous pensez que ça a marché et tout. Mais là, c'était à Kinshasa. Est-ce que vous êtes certain? On parle quand même d'un président de la République qui a été élu à plus de 73 ou 74% lors des dernières élections. Ça veut dire qu'il est vraiment aimé par la population. Il a d'ailleurs lui-même dit, quand il passe à Kinshasa, il voit les gens. On lui a posé la question, il dit, ouais, moi je vois les gens qui sont contents et tout. Est-ce que vous êtes certain que le peuple vous choisira au moment opportun? Monsieur le journaliste, vous savez, je voudrais quand même réagir avant de répondre à votre question. Ce n'est pas, mon frère, vous savez, ce n'est pas parce que on dit, on vous présente que ça c'est la toilette, qu'on doit faire quand même des besoins partout. Même dans la toilette, il y a des normes, il y a des règles et il y a d'organisation. Ok? Et dans la toilette, il y a aussi des priorités. Ce n'est pas parce que la Constitution prévoit une loi ou une proposition de loi référendaire ou changement de la Constitution que cela peut se faire à tout moment. Il doit y avoir des normes et des nécessités. Ici, dans les cas sous examen, la période pendant laquelle l'Union sacrée a initié cette fameuse loi, elle n'est pas vraiment opportune, elle n'est pas propice parce que nous avons des problèmes très sérieux. Et soyez conscients par rapport à ce que vous voulez prendre comme haut risque pour sacrifier notre République. Par rapport à votre question, vous avez dit que le président de la République a fait 74%. D'accord, il a fait 74%, mais ici, de quelle élection? C'est ça la question. Quelqu'un qui a fait 74%, pourquoi ceux qui sont dans les territoires occupés ne se soulèvent pas pour protéger les 74% du président de la République? Parce qu'à l'est du pays, vous êtes sans ignorer que le président de la République a été voté à 100%. Même Katumbi, Fayoul, tout le monde n'avait pas de voix là-bas. Mais pourquoi les gens qui ont eu à voter le président de la République, qui ont donné plus de 100%, ne sont plus à mesure de se tenir debout pour défendre le pourcentage qu'ils ont donné au président de la République? Alors comprenez la suite que les élections de 2023 étaient chaotiques. Et si le président fait référence à ces élections pour se donner ce courage de changer la Constitution, c'est un faux calcul. Il a une union sacrée. Union sacrée, c'est une machine. Aujourd'hui, posez-vous la question. Il y a union sacrée, il y a ces 60, il y a ces 4. Ouais. Voilà. Qui est au-dessus de qui et qui dirige quoi, qui fait quoi? Et d'ailleurs, on va lui poser cette question. C'est déjà une débandade au sein de la majorité. Je vous dis, monsieur JC, la nation congolaise tout entière est contre le changement de la Constitution. Pour preuve, je pense que l'Union sacrée n'a jamais dit la vérité. Soyons sérieux. La ville morte que nous avons eu à organiser la fois passée, mais elle a été observée partout. Et pourtant, cette ville morte avait été déclarée pour la ville de Kinshasa seulement. Mais à notre grande surprise, en tant qu'opposition, c'est partout où la population a respecté ces mots d'ordre. Donc ça prouve à suffisance que la population congolaise est contre ces changements de la Constitution. Et cette Constitution ne sera jamais changée. D'ailleurs, mon co-débatteur l'a dit ici.
D'une autre manière, il a dit que ce n'est pas une priorité parce que nous sommes sous un état de siège. Alors pourquoi encore continuer de débattre? Non, là c'est réglementaire et légal. Oui, c'est ça. C'est ça. Conformer. Et puis, nous sommes. Comptez aussi les jours qui restent au président de la République. Il ne peut pas. Il confondre être propriétaire de l'Union sacrée et être propriétaire de la nation. Personne ne détient les documents de la République démocratique du Congo. Et cette constitution ne sera jamais changée. La population congolaise a déjà dit non au changement de la constitution. Et le 8 juillet, la population va encore s'élever. Cette fois-ci, ça sera au palais de la nation où réside le président de la République pour dire assez. Vous allez violer même haute trahison. Sa propriété. On ne va pas violer. Ouais. On ne va pas violer. Parce que c'est le président de la République qui a violé toutes les lois de la République. L'article 165 de la Constitution est trop clair. Lui-même, le président de la République, a proclamé l'état de siège. Messieurs les journalistes, je ne comprends pas pourquoi les députés de l'Union sacrée s'agitent par rapport à cette question référendaire. Merci. À la lumière de l'article 144, le président de la République lui-même a pris le stylo pour proclamer l'état de siège par ordonnance. Il n'a jamais fait ça. Merci. Et pourquoi alors contourner cette mesure pour venir nous parler le problème du changement de la Constitution aujourd'hui? Et pourtant, lui-même là, je ne sais pas s'il a un travail, je ne sais pas si aujourd'hui, dans son quartier, il y a du courant, je ne sais pas s'il y a de l'eau. Au lieu que ces députés-là puissent songer d'abord aux besoins primaires de la population et cherchent à privilégier le référendum afin de changer la Constitution pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Messieurs les journalistes, chère population congolaise, soyons vigilants. Cette fois-ci, on ne va plus nous flatter. Si les élections de 2018 ont fait plus de 2 jours pour nous donner ce qu'on a aujourd'hui, le référendum ou le changement de la Constitution ne passera pas. Merci. Monsieur Jean-Claude Capeta, voilà, c'est la même question. C'est le peuple qui arbitrera. Parce que le référendum, si vous l'aviez dit, c'est une participation politique du peuple. Est-ce que vous êtes serein, disant que si on fait appel à ces peuples, le président l'a dit lors de la dernière conférence de presse, il dit si le peuple me le demande, je ferai un 3e mandat. C'est ça, en logique. Est-ce que ce peuple-là est derrière vous? Monsieur Jean-Claude, merci beaucoup. Je regrette à ce qu'il est retombé dans l'hérédie. Tout ce qu'on avait déjà évoqué, il est encore revenu sur ça, donc c'est inutile. Alors, j'ai parlé ici que la Constitution sera bel et bien revue, parce que le chef de l'État l'a déjà dit. Quand il a dit, qui peut m'interdire, moi, garant de la nation, de ne pas faire ça? Ce n'est pas pour dire que le chef de l'État est au-dessus de tout et il veut s'imposer. Non. Le chef de l'État puise ce pouvoir dans la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui donne ce pouvoir de le faire. J'ai lu Tout à fait. l'alinéa. Et donc, vous comprenez que personne ne peut interdire au chef de l'État si ce n'est pas la Constitution. Si la Constitution l'autorise, il doit le faire. Nous restons démocrates. Si la Constitution l'autorise, il doit le faire. Nous restons démocrates. Je voudrais dire que c'est la population qui tranche. Ce ne sont pas des avis individuels ou bien des positions individuelles. Monsieur Jean-Claude, il fallait que la population le choisisse. La population congolaise qui nous suit de partout puisse se poser la question. Comment expliquer Delis Sesanga, en tant que prétendant candidat aux échéances de 2023, dans son projet de société, il nous brandit des réformes constitutionnelles avec 34 dispositions qui devraient être revues. Martin Fayoulou, dans son congrès, avant les élections de 2023, le congrès extraordinaire de Kisangani qui sont tenus à Kisangani, dans les résolutions qui sont tombées, Martin Fayoulou évoque également aussi la révision de la Constitution une fois à la tête du pays. Moïse Katumbi, laissez-moi, monsieur Jean-Claude. Non, c'est la question du temps, du contexte. Monsieur Jean-Claude, laissez-moi un peu, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer. Moïse Katumbi, candidat président de la République aux échéances de 2023, également dans son projet de société, je ne sais pas lui-même s'il l'a lu, il évoque aussi de toucher à la Constitution une fois à la tête du pays. Alors on se pose la question. Et là, qui sont-ils pour penser que cette Constitution doit être touchée une fois qu'ils sont à la tête du pays rapidement et interdire aux autres aujourd'hui qui sont au pouvoir de ne pas le faire. Et à quel moment ils devraient le faire si ce n'est pas à ce moment-là? Et donc, ils doivent comprendre que notre pays aujourd'hui est qualifié d'un pays faible, c'est à cause des faiblesses de nos lois. Vous pouvez vous poser la question, M. Jean-Claude.
l'ex-premier ministre Matata Mponyo détourne des centaines de milliers de dollars de Bukangalozo. Il quitte le pouvoir, il quitte la primature. Après, on veut l'arrêter pour le juger. On l'amène à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour le juger. On l'envoie à la Cour de cassation. La Cour de cassation se déclare également aussi incompétente. Quelle juridiction devrait juger Matata Mponyo? Parce que, s'il vous plaît, c'est par la suite qu'il a été jugé sur une décision de la Cour. Mais la Constitution n'a pas précisé un ex-premier ministre. Parce que la Constitution dit d'un premier ministre en fonction. Mais un quelqu'un qui a œuvré comme premier ministre, peut-il être jugé à laquelle... Donc vous pensez que nous avons des lois faibles et donc, il faut renforcer. que ce sont des lois faibles. Cela encourage. Lorsque Matata Mponyo, lorsque la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, Matata Mponyo a acclamé la Cour constitutionnelle, c'était pour vous rappeler. Mais quand la Cour est revenue sur sa décision pour dire on va te juger, il a crié oh non, l'injustice et tout ça machin. Et donc comprenez que nous avons une constitution qui est faible, nous devons l'adapter, nous devons revoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, si vous pouvez me les permettre, je peux évoquer beaucoup de choses qu'il faut vraiment régler dans cette constitution, mais l'État ne me les permet pas. Tout à fait. Je pense que nous allons revenir. Donc la population congolaise attend la révision constitutionnelle. Les aventures de ces opposants-là, on comprend que ce sont des opposants qui cherchent seulement des positionnements. Vous avez vu, Martin Fayulu a été reçu par le président de la République. Son souci était d'intégrer le gouvernement qu'il a imposé. Mais il ne faut pas lui faire parler. Non, attention. Il ne faut pas lui faire parler ce qui n'a jamais été dit. Cela n'engage que moi. Je l'ai dit. Lorsque le chef de l'État l'a dit non, il a changé de... Martin Fayulu a toujours été opposant dans ce pays. Non, quand même. Il était venu pour faire un cas de la patrie. Où est parti son initiative du camp de la patrie? Merci. Alors, messieurs, on va finir par carton, mais vous aurez une minute. D'abord, vous réagissez, puis vous donnez votre carton qui revient juste après cette transition. Allez, monsieur Stanislas Wankenye, communicateur de Ensemble pour la République, vous concluez et vous donnez directement votre carton. Encore une fois, laissez-moi quelques petites secondes que je puisse quand même répliquer à ce qu'il a dit par rapport aux réformes constitutionnelles. Mon frère Nassima Moussoaïli vient pour changer la constitution à Ikataziwe. Pour changer la constitution à Ikataziwe, lakini masheria ya inchi inasema kama kuko mapigano, kuko mavita, hamwezi kuwaza ile maneno. Même si le président Moïse était élu président de la République aujourd'hui, il ne pouvait jamais le faire sous un état de siège. C'est clair. Ici, je prends un carton jaune et je l'adresse à Madame Joyce Tunda. Est-ce que je peux prendre des cartons? Non, un seul. Je prends les rouges. Je prends un carton rouge, je l'adresse directement au président de la République, M. Chilombo, et à Madame Joyce Tunda. Pourquoi Madame Joyce Tunda? Parce que notre maire de la ville de Lubumbashi ne respecte pas ses propres décisions. Au mois d'avril, Mme Joyce Tunda avait signé un arrêté interdisant toutes les manifestations publiques. Mais, chose grave, s'il s'agit de la majorité, s'il s'agit de l'union sacrée, Mme Joyce Tunda ne dit rien, ne réagit pas. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur Kazembe ainsi que le président de l'Assemblée provinciale Joe Katanga ont tenu des activités au niveau de la poste. Il n'y a pas eu d'inquiétude. Mais si c'est pour l'opposition et d'autres mouvements de la société civile, on nous fait brandir cette décision sous prétexte qu'on a déjà interdit les activités. Le carton rouge au président de la République, pourquoi? Parce que lui, en tant que garant de la nation, il ne pouvait pas traiter son prédécesseur d'un chien. Je suis contre, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis, mais traiter son prédécesseur d'un chien, là, c'est plus compliqué. Ce n'est pas vraiment digne en sa qualité du président de la République. Et voilà, je leur donne les cartons jaunes pour qu'ils nous laissent la République tranquille et qu'ils partent. Merci, monsieur. Monsieur Jean-Claude Capeta, votre conclusion et peut-être aussi un carton. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. J'aimerais aussi dire un petit mot sur ce qu'il a évoqué. Écoutez, la révision constitutionnelle ne va pas se passer sous l'état des sièges. Très bien. Ou bien pendant que les zones sont occupées. Très bien. Alors, proposez des bonnes lois. De la même façon qu'eux réclament les élections avec des zones occupées et nous refusons, ça veut dire qu'il n'y aura ni révision constitutionnelle ou bien référendum, ni élection générale dans ce pays avec Goma et Bukavu occupés.
Cela va se passer seulement lorsque le chef d'État est respectueux de la loi fondamentale de la Constitution. Et il fait tout dans le respect de la Constitution. Tout ce qu'il fait est prévu dans la Constitution. Et donc nous allons y parvenir. On va réviser la Constitution, on va l'adapter à nos problèmes, à nos soucis, à nos réalités en tant que Congolais. Et donc je vais prendre le carton, je vais dire jaune à nos amis de l'Ensemble pour la République, parce qu'il y a eu un conseiller qui n'est pas le moindre de l'Ensemble pour la République, qui est Patrick Mundeke, qui a fait sa sortie médiatique menaçant à la balkanisation. Il a même dit que les drapeaux de la République du Kivu sont en train d'être établis. Ça veut dire que l'Ensemble pour la République est informé de la balkanisation. Non, c'est son point de vue. Il est là, je l'ai dit. Non, il n'a aucune fonction officielle au sein de l'Ensemble. Non, attendez. Finissez alors bien. Laisse-moi continuer. Parlez la vérité sur ce plateau. Laisse-moi continuer. Non, je ne peux pas vous laisser dans les mensonges. Ouais, parce que là, je ne peux pas vous laisser dans les mensonges parce que M. Patrick Mundeke n'a aucune fonction officielle au sein de notre parti. Carton jaune, je pense que... Patrick Mundeke, dites-le. Carton jaune à l'Ensemble, parce que c'est le...